Yo les potes, comment ça va? Comment ça va, Capette? Ça va, mais fatigué. Je pense que toi aussi. Ouais, les semaines n'en finissent pas. C'est terrifiant, mais c'est super, hein. Franchement, c'est du jamais vu, mais c'est particulièrement fatigant. On a dégainé Bitcoin pour les 100K, les gars. Il le faut demain, évidemment, mais il fait quand même froid de mon côté. On reste c'est vrai habillé. que Bitcoin 100K, c'était cette semaine. Tout va si vite. Tout va si vite. C'est exceptionnel. Et puis, beaucoup d'altcoins qui ont pris. Et donc, le sujet du jour, je pense, ça va être un petit peu... bon, on va pas sortir des grandes boules de cristal, genre ça va monter à l'infini ou c'est fini, mais peut-être que se pose la question de prendre certains profits dans certains cas. On verra. Ce sera évidemment un sujet de cette masterclass. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, les potes? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez tradé? Est-ce que vous avez échangé des meme coins? Est-ce que vous avez fait, je sais pas, vous avez pris des profits? Qu'est-ce qui se passe? On me dit que ça trade. J'ai TP mes spots. Ok. J'ai participé au concours d'alerte info. Il est vrai que cette semaine, nous avons essayé d'unboarder les normies, Capette. C'est vrai. Ouais, on a 2 beaux concours en cours. On en a un sur notre compte et un second sur le compte d'Alerte Info. On a fait un partenariat avec eux. Donc 2 concours avec 2 fois 1000 € à gagner. Du coup, on a dégainé un petit peu de budget parce qu'on s'est dit la période était bonne et puis c'est cool de toucher des gens qui sont pas de notre écosystème pour une fois. Donc plutôt cool. On est sur une petite moyenne de 400 followers jour sur Coin Academy. On va aller chercher les 200K, je l'espère. Avant Bitcoin en plus, c'est encore plus beau. Probablement. Probablement. J'espère que Bitcoin va à 200K avant qu'on atteigne les 200K, honnêtement. Ce serait fou. Ce serait fou. Mais voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous avez sur notre Twitter et le Twitter d'Alerte Info 2 concours de 1000 € où vraiment les conditions sont ultra basiques, accessibles de tous, sans action de fou furieux. Donc vraiment, je crois que c'est du RT follow like, un truc du style, je me souviens plus de tout. Mais voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez ça qui est sur Twitter. Il y a Capette qui est en train de vous mettre les liens dans le chat pour ceux que ça intéresse. Puisque c'est de l'argent gratuit. C'est de l'argent gratuit, tout à fait, pour parler de nous, Coin Academy. Bon, ça fait plaisir, honnêtement. C'est la vibe de 2021, comme quand on a créé le média. On est poussé par le sens du vent. Donc, on en profite. Et puis, c'est pareil pour nos bagues. Moi, je t'avoue que là, niveau alt, ça fait 1 mois que je me régale. C'est incroyable. Ça fait vraiment du bien, hein, d'une première. Et puis, secondo, il y a plein de trucs qui vont arriver, des nouveaux jetons qui vont sortir, des nouveaux lancements. On l'a vu, on a Movement qui va sortir son jeton, on a Berachain. Demain. On va avoir d'autres trucs qui vont arriver. En premier trimestre 2025, c'est pareil. Donc, c'est assez explosif ce qui se passe honnêtement en ce moment. Mais ça fait beaucoup cogiter aussi. Moi, je t'avoue que je profite, mais je suis constamment en mode cette euphorie, elle me fait peur presque, tu vois. Quand on commence à tous faire de l'argent, on se pose des questions. J'en parlais, je crois, en stream ou quoi. Et je parlais avec ma mère et il y a ma grand-mère qui a dit à ma mère: wow, j'ai vu Bitcoin, il est monté, j'espère, je suis content pour Léo, j'espère qu'il fait plein de sous. Bon. Merci à ma mère, merci à ma grand-mère. Mais bon, historiquement, il m'en parle très peu, surtout ma grand-mère. Donc voilà, on fait attention. Exactement. Et je pense qu'il faut évidemment être parano. Et puis, je pense qu'on a quand même, à mon sens, pas mal d'upside devant nous. Je pense pas qu'on est au top de ce cycle, etc. Mais il est vrai qu'on a certains signaux qui font cogiter et qui, nous indiquent qu'il faut prendre des profits un petit peu de temps en temps, régulièrement. Surtout que plus on monte sans véritable correction, plus il va falloir prendre des profits, je dirais, de manière agressive. Ouais. Après, dans tous les cas, les gars, vous achèterez pas le bottom, vous vendrez pas le top. Faut se mettre ça en tête. Et l'objectif, ça va être de sortir idéalement le plus d'argent, chacun de notre côté, pour ce cycle. Moi, un de mes objectifs, c'est évidemment d'accumuler le plus de Bitcoin pendant tout ce bull run. Et puis, quand j'aurai vraiment une vue bearish sur BTC, je me retournerai. Mais je pense que tu vois, prendre ses profits soit en stablecoin, soit en Bitcoin, soit un peu des deux, ça peut être pas mal parce que dans tous les cas, la volatilité de Bitcoin, elle est bien moindre que celle sur les alts. Et sur les alts, si on a une énorme correction sur BTC, on aura moins de baisse sur BTC que sur les alts. Donc,
dans tous les cas, je pense que prendre des profits à la fois en Bitcoin et à la fois en stablecoin, ça peut être pas mal. Vous pouvez remplacer Bitcoin par quelque chose d'autre si ça vous intéresse, mais à mes yeux, vous pouvez pas vraiment remplacer Bitcoin par n'importe quoi, a priori. Peut-être un peu de BTC, un peu de TH et pas mal de stablecoin. Et moi, de mon côté, j'en ai parlé, mais j'ai quasiment plus d'exposition sur le hype, en fait, sur lequel j'ai eu un airdrop. Maintenant, ce que je fais, c'est du delta neutral. Donc, en fait, je vais avoir une position qui parie, entre guillemets, à la hausse via du spot et une position qui parie à la baisse via les dérivés. Et en fait, ça veut dire que j'ai aucune exposition au token, mais qu'en échange, je prends le funding toutes les heures, qui est habituellement extrêmement positif. Et évidemment, ça peut se retourner, on peut avoir des fundings négatifs, etc. Mais j'ai tendance à croire qu'en fait, il y a des opportunités qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire je fute pas le bull market, etc. Mais quand tu as des fundings de l'ordre de 60, 70, 100%, 200%, etc. Bah en fait, ça va être dur de surperformer ça. C'est-à-dire que genre en gros, par rapport à cette strat au delta neutral, au farming de funding, en gros la réflexion c'est genre soit t'as l'option de je garde mes hype et je parie à la hausse. Et donc, en gros, je sais pas, tu paries qu'il va faire x2, x3, x4. Soit tu décides de plus, entre guillemets, parier, spéculer, mais d'avoir entre grands guillemets la certitude d'avoir un funding annualisé entre 50 et 150%. Donc en fait, c'est choisir entre la possibilité de faire x2, x3 sur ton bag encore, ou la presque certitude de faire 50, 100, 150% annualisé sur l'équivalent de stablecoin. Et en fait, quand on arrive dans ces situations-là, je me pose la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, d'être ultra exposé, je sais pas, à certains trucs que vous holdez. Moi, personnellement, je suis bull et je pense que c'est bien de hold. Mais par exemple, sur une poche de mon portfolio, j'ai décidé de me mettre en delta neutral juste pour avoir du stablecoin ou l'équivalent d'un stablecoin et d'engranger du rendement. Ce qui évite les remords et en même temps ce qui me permet d'avoir du stablecoin et de la liquidité si jamais on a une correction. Donc, et en fait, si tu regardes le HLP, donc le vol de Hyperliquid, ou le méga vol de DYDX, ou plein de choses de ce style-là, ou même sur Aave, etc. En fait, les rendements que ces stratégies obtiennent via le funding sont assez élevés. Et puis, on a aussi vu des pics sur Aave, etc., sur certaines chaînes. Alors, évidemment, on n'est pas à 60% annualisé sur le prêt emprunt de stablecoin, peu importe la chaîne, hein, mais quand on commence à avoir je pense, stablecoin à 30, 40, 50% annualisé lorsque tu en prêtes ou que tu en empruntes, faut se poser des questions de est-ce que c'est plus intéressant d'avoir ce rendement en stablecoin ou de continuer à t'exposer et prendre du risque sur ce marché-là. Donc, évidemment, je pense qu'il y a plein d'upside sur plein de projets, mais en tout cas, cette question du rendement, elle se pose à mon sens. Et évidemment, ça va dépendre de la taille de votre portfolio, de vos habitudes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est assez sophistiqué dans son approche, qui fait de la gestion active, ou vous êtes juste investisseur? Et ça va évidemment dépendre de votre size et de vos objectifs. Mais voilà, je voulais introduire cette masterclass par ce genre de réflexion. Yes, et c'est une très bonne réflexion. Il faut noter que nous, forcément, et c'est pas une question de flex, on n'a pas la size en crypto du Pékin moyen. On est quand même plutôt chargé sur ce marché. Donc, tu réfléchis pas de la même façon quand tu as quelques milliers d'euros que... Quand t'as 3 cycles dans les pattes, en fait. C'est ça la réflexion. C'est pas qu'on a plus d'argent que les autres, c'est qu'en vrai, on est arrivé très tôt, tu vois, par rapport à d'autres personnes. Ouais, en fait, comment je chemine ma pensée? En fait, avant, t'es un peu dans les cycles précédents, t'es en mode gros casino, tu veux toujours plus. Tu dis, j'ai pris le x2, je vais prendre le x3, puis tu voudras le x4, puis tu voudras le x5. Et presque ça s'arrête jamais. Sauf si t'as un coup de bol ou, je sais pas, t'as fait un move de roi, mais tu vas aller les perdre de part. Et là, ce qui se passe dans mon cas, c'est que là, on m'a donné quand même beaucoup en très peu de temps. J'ai plus de la moitié de mon folio. Je regarde pas. Si, on regarde votre chat depuis tout à l'heure. On lit les commentaires. Je lis tout. Je lis absolument tout. Et j'ai plus de 50% de mon folio crypto qui est bloqué aujourd'hui dans des pré-sales ou dans des investissements, etc., etc. Donc, comme je sais que je suis bloqué et que dans tous les cas, je pourrais pas vendre, je peux effectivement shorter d'un autre côté. D'ailleurs, je vais revenir vers toi, Léo, et le roux pour apprendre aussi à me hedger proprement. Ça va être l'occasion. C'est des choses que j'ai pas fait sur le cycle précédent. C'est quelque chose qui est obligatoire de faire aujourd'hui.
Je vais vous donner un exemple, je vais même pas donner C'est pas le nom du shorter pour token. shorter, hein, c'est plutôt se couvrir en mode. Enfin, C'est ça. c'est très compliqué, par exemple, de se couvrir sur de l'early stage. Donc, par exemple, vous investissez dans une crypto, elle n'est pas encore sortie, elle sort 6 mois après, vous avez vos jetons 1 an et demi après. Enfin, c'est C'est ça. compliqué de se protéger de ce genre de truc. Et puis, même pour ceux qui nous regardent, je suppose qu'il y a des gens qui ont accès à ce genre de deal. Je pense via eco.xyz, je pense à tout ce qui est CoinList. CoinList. Je pense, tu vois, même il y a des launchpads, il y a des trucs comme ça où vous avez des jetons vestés. Donc, c'est important de se poser ces questions. Et je te redonne la parole. Enfin, je te laisse poursuivre sur ça. C'est ça. En fait, je vais vous mettre en situation. Imaginez, vous investissez dans un projet et on vous dit, alors déjà, tu dois attendre que le projet y sort. Et le jour où le jeton y sort, tu n'auras pas le droit d'en toucher une miette ou alors tu en toucheras des poussières pendant 1 an. Donc, tu es encore bloqué pendant 1 an. Et après 1 an encore, tu vas en débloquer chaque mois quelques pourcents. Ce qui fait que toi, en fait, tu vois le jeton sortir, le prix il monte, par exemple, vous faites un multiplicateur dingue, mais en fait, il reste que virtuel cet argent parce que vous ne C'est pouvez pas le intangible. sortir. Et donc, vous pouvez être dans le déni de réalité de vous dire ouais, j'ai tant à l'instant T et regarder le prix tous les jours et dire oh là là, je suis si riche. Et au final, si le marché se retourne, cet argent, vous l'aurez jamais touché. Et en plus, psychologiquement, ça va vous détruire parce qu'au final, vous seriez imaginé avec cet argent, mais vous le touchez pas. Aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Je ne sais pas encore me hedge correctement, mais j'ai mon ami Léo qui sait faire, qui va me l'expliquer. Et donc, l'objectif, ça va être justement de me protéger. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de tout vendre et de dire ouais, c'est bon, j'ai pris assez de tout, je me casse de ce marché. Absolument pas. C'est juste qu'il y a des moments, faut savoir un peu aussi protéger le capital, quoi. Parce que si tu as une belle montée, C'est tu de peux avoir la l'argent qui est descente qui va important pour dessus. toi, tu vois, ou qui change ta vie, etc. Alors, c'est une situation un peu particulière. Je pense pas qu'il touche tout le chat, etc. Mais dans tous les cas, c'est très compliqué de complètement se couvrir parce que ça dépend des tokens que tu as à ta disposition, ça dépend de la liquidité que tu as à ta disposition pour le faire. En crypto, globalement, tu as des options qui sont liquides sur BTC, ETH, un peu de Solana et le reste, ça n'existe pas. Donc, c'est très compliqué et je pense que, tu vois, le fait de voir les choses un peu plus de l'intérieur, entre grands guillemets, de notre côté avec ces choses-là, ça nous permet vraiment de vous expliquer ce qui est faisable et ce qui est pas faisable. Et c'est ce que j'expliquais un petit peu dans le passé. Je me disais, en fait, c'est simple, les VC se couvrent et puis voilà, ils font leur plus-value même s'ils n'ont pas encore les tokens. Sauf que la réalité de tout ça, c'est que à mettre en place, c'est quasiment impossible, sauf si tu vends OTC. Donc, quand tu vends des jetons à quelqu'un d'autre alors que tu les as pas encore reçus, ou que tu as vraiment énormément de liquidité à ta disposition, parce que quand tu longues en fait sur les produits dérivés, ton upside il est infini. Quand tu shorts sur les dérivés, techniquement, genre jusqu'où le prix peut monter pour te liquider est aussi infini. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si genre tu veux te couvrir, en fait, ça se trouve, le truc va faire x2, x3 du jour au lendemain, tu te retrouveras liquidé. Donc, ce que tu avais assigné pour te couvrir se fait liquider. Et donc, au final, tu as perdu de l'argent et tu n'as toujours pas réussi à te couvrir, en fait. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à mettre Difficile en à place. mettre en place. Et de toute façon, on en reparlera par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... En fait, ce qui est assez marrant, c'est que il y a il y a 1 à 2 mois, les VC, c'était les pires enculés sur Terre. C'est toujours un peu le cas, hein. Enfin, de comment c'est perçu publiquement. Et maintenant que tout le marché pump, tous les coins qui ont été financés par des VC, tout le monde est en mode, en fait, juste ce coin, il est bien, allez, hop, je spécule dessus. Donc, en fait, il y a des questions qui se posent plus du tout. Donc, c'est marrant de voir à quel point, genre, les convictions des gens et leur approche philosophique du sujet n'importe plus ou changent avec le temps, surtout quand le marché s'apprécie, quoi. Mais on n'est plus non plus sur des sorties avec 20 milliards de FDV non plus. On est sur quelques milliards, on n'est pas à 20 milliards. Donc il y a ça, mais effectivement, on voit que ça a tendance à moins dégainer pleine bille. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant aussi, tu vois, ça va avec ce que je viens de dire, c'est que par exemple, tu as eu une période où un listing Binance, c'était limite une annonce de top, tu vois. Le jeton, il sortait, c'était KO. Là, c'est pas pareil. C'est presque bullish en ce moment. Donc, la méta, elle est pas pareille. Donc, il faut savoir tempérer par rapport à la situation. C'est ça. Avant, Binance, c'était l'exit liquidity pour les gens qui avaient acheté des tokens avant. Et maintenant, Binance, c'est l'entry liquidity. C'est notre copain. Dans le sens où ça permet à des gens de spéculer sur des jetons auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. Et quand je dis ça, en vrai, je pense notamment au Hype, ou même d'autres tokens, dans le sens où, en fait, tu as plein de tokens qui sortent maintenant de plus en plus on-chain first, donc dans un premier temps,
et qui ensuite sont listés sur les exchanges. Tu vois, le hype, on n'a toujours pas de listing spot, si ce n'est sur KuCoin, mais sur les listes noires de l'AMF. Donc, avertissement, on fait attention. Mais voilà. Voilà. Et vous, ça mange un peu, les gars, là, parce que vous pleuriez beaucoup. Ouais, Bitcoin, il part, et puis mes alts, ça monte pas. Là, on vous met bien sur les alts. Je dis on, c'est pas moi qui pilote le marché. Hein. mais dites-nous sur le chat. On nous met bien sur les alts. Ouais, on nous met bien. Est-ce que vous avez pu faire des sous, quoi? Quelqu'un qui dit x10 depuis Trump, ETH fait plaisir, pas ouf en vrai, le folio est bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens aussi sur AAV, vu qu'AAV c'est bien apprécié. C'était voilà. Et d'ailleurs, Morpho, dans le protocole dans lequel moi personnellement j'ai investi, qui a eu un lancement, j'ai oublié qui est investisseur de qui, donc c'est pour ça que j'ai dit ça, mais qui s'est bien apprécié, qui a un peu le vent en poupe et c'est cool parce que plus AAV performe, plus le narrative borrowing lending va performer, plus genre tout ce qui est autour va aussi performer. Donc, mais par exemple pour rebondir sur ce qu'on disait avant, Morpho, je suis investisseur et je touche pas des jetons avant 1 an et ensuite dans 1 an, je recevrai mes jetons en 2 ans. Donc je reçois tous mes jetons Morpho. Enfin, là, j'aurais fini de recevoir tous mes jetons en novembre 2027. Donc, juste pour doser sur ce qui existe, ce qui se passe d'un point de vue de vesting et tout, au moins que vous sachiez que, bah voilà. Et que du coup, ça peut se retourner, et puis il peut y avoir un nouveau player sur le marché en l'espace de 1, 2, 3 ans, et un désintérêt total du truc dans lequel vous êtes rentré à un instant T. C'est aussi ça, le truc. Il peut se passer tellement de choses. Il peut se passer tellement de choses entre-temps, donc voilà. Mais ouais, je vois que les gens sont plutôt bien. Tu les as touchés à combien tes Morpho, Léo? Je sais pas si j'ai le droit de le disclose. Si c'est un private, vous pouvez trouver sur internet les rounds précédents, donc vous pouvez guess. De toute façon. Ce que je peux dire, c'est que après le listing, on est revenu pas très loin au prix auquel j'ai investi. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est public. Les prix, tu peux les trouver. On vous laissera regarder. Voilà. Et toi, Capet, du coup, niveau actu, qu'est-ce qui se passe en crypto en ce moment? Niveau actu, c'est beaucoup de réglementation. Hein. On peut peut-être parler de notre partenaire de la semaine. Oui, on peut parler du partenaire de la semaine rapidement. Donc, masterclass soutenue par Bitpanda, toujours partenaire de Coin Academy. Bitpanda qui est une plateforme qui vous permet d'acheter des cryptos, qui vous permet aussi d'investir dans des actions, dans des ETF, dans des métaux précieux, dans des indices, et qui vous permet aussi, par exemple, de faire un swap de crypto à action. Attention cependant, pas de magie. Quand tu vends une crypto-monnaie pour une action, c'est comme si tu vendais contre de l'euro, donc tu as une imposition. Et puis, si ton action, tu fais une plus-value plus tard, tu auras une seconde imposition. Voilà. Donc, parfois, il est peut-être plus intéressant. Il donne les outils pour le faire, en fait. C'est ça le principal. C'est que, en soi, il donne les outils pour spéculer sur les cryptos, pour investir dans les cryptos avec un système de DCA aussi, dans les actions pareilles, dans les ETF pareils, les métaux précieux, dans des indices, dans plein de choses. Je sais pas si je veux montrer rapidement leur site. Ouais. Mais tu peux mettre mon écran normalement. Ouais, je le partage. On est bon. Alors en attendant, on va laisser Coin Academy charger. Il charge bien aujourd'hui, Coin Academy. C'est beau ça, même coinacademy.fr est en bull market. Non, plus sérieusement, quand vous allez notamment dans la partie académie du site, on a sorti pas mal de contenu récemment. Et donc, il y a par exemple un contenu sur le DCA. Donc là, ça va s'adresser vraiment aux nouveaux qui nous écoutent. Le DCA, c'est simple, c'est pouvoir mettre en place une stratégie d'automatisation de l'investissement où chaque semaine, chaque mois, par exemple, vous pouvez investir progressivement. Comme ça, au lieu de vous dire peut-être que le marché ça a baissé, peut-être que ça a monté, vous cherchez pas à timer le marché. Simplement, vous rentrez chaque mois et ça vous permet de lisser votre prix d'entrée. Donc, il y a un outil automatisé qui le permet justement sur Bitpanda pour le faire. Le plan épargne que vous pouvez retrouver juste ici. Je vais vous montrer le site juste après. Pareil, on a fait un contenu pour les actions et ETF. Donc, quand vous rentrez sur Bitpanda, vous aurez le lien dans le chat et en description sur YouTube. Et pour ceux qui s'intéressent, vous avez le QR code en haut à gauche de votre écran. Et donc, vous pouvez, comme je disais, mettre en place un plan épargne. Voilà, on vous dit comment ça marche, etc. Vous dites sur quel actif vous souhaitez le faire, parce qu'ils ne font pas que de la crypto. Par exemple, je veux le faire avec du Bitcoin via virement. Vous pouvez tout mettre en place. Pareil pour le trading. Eh bien, imaginons, je veux swapper
mes miettes d'Ethereum sur mon compte en action Apple, je peux le faire en sachant que ça revient à vendre de l'Ethereum contre de l'euro et d'utiliser ces euros pour acheter des actions. Donc, si vous avez une plus-value sur l'Ethereum, ça fait un événement fiscal imposable en France. Voilà. Dans tous les cas, quand tu vas investir dans les actions ou dans tout ce qui est en dehors des cryptos, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas là pour trouver un moyen de frauder l'État, c'est juste ici pour trouver un moyen de vous permettre d'investir justement dans d'autres marchés que les cryptos. Ce que personnellement je fais simplement. Yes. Donc, et ouais, vas-y. Bientôt, très bientôt, Bitpanda va annoncer une nouvelle plateforme. Ça va vous permettre de faire plus de choses, d'avoir des frais réduits si vous faites du trading actif. Je vais pas en parler plus, mais simplement pour vous dire que je sais qu'il y a des gens qui se plaignent parfois des frais par rapport à certaines plateformes. Bitpanda est en train de faire un très gros effort à ce niveau-là et on vous en parlera plus en détail la prochaine fois. Donc voilà pour commencer. Encore une fois, merci à notre partenaire Bitpanda qui est notre partenaire principal qui fait vivre le MediaCoin Academy. Vous avez le lien en description et dans le chat. Et on va pouvoir enchaîner, si tu le souhaites, par l'actualité. Let's go. Alors pour l'actualité, c'est beaucoup de politique, de réglementation, etc. Le fondage, je ne l'ai pas placé dans les actualités du Coin Hebdo, je vais en rajouter de moi-même. Donc on a d'abord Coinbase qui, comme je vous le disais la semaine dernière, révèle que le régulateur américain a demandé aux banques d'éviter les sociétés crypto. Alors le régulateur en question, c'est la FDIC ou la Federal Deposit Insurance Bank. Donc c'est clairement un régulateur lié au système bancaire. Et en gros, Coinbase y va mollo sur les leaks, mais il nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de business qui ont des difficultés à ouvrir des comptes en banque et donc il y a eu plein de projets qui ont été avortés parce qu'ils pouvaient tout simplement pas se lancer sur le sol américain et ils ont été obligés de changer de législation, donc de changer de pays pour pouvoir se lancer, ce qui a été un vrai coup de froid, un vrai ralentissement pour le marché. Donc le nom de code c'est Chokepoint 2.0 si vous voulez suivre un peu plus en détail ceci. Le Chokepoint 1.0 c'était une initiative sous le gouvernement Obama. Chokepoint 2.0 c'est une initiative sous le gouvernement Biden et c'est clairement une initiative du système bancaire contre les cryptos pour empêcher les cryptos d'avancer. On peut aussi dire d'une certaine façon que ce qui a été fait par la SEC, c'est-à-dire le fait de ne pas donner de clarification sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour être en conformité et avancer, ça fait un peu partie de tout ça. Donc, on va en savoir beaucoup plus très bientôt. Coinbase milite très fort pour nous donner plus d'informations qui devraient normalement, dans l'esprit des Américains, créer de l'indignation parce que c'est pas du tout américain de pouvoir faire ce genre de choses. L'Amérique qui a toujours prôné la liberté d'agir, d'aller dans le sens de l'innovation. Donc voilà. Ensuite, mais je me demande si ça pourrait pas être jugé devant. Enfin, je sais pas, c'est à quelles autorités ça auxquelles on pourrait se plaindre, mais tu vois, je me demande si tu peux pas avoir genre des boîtes crypto qui attaquent tout simplement l'État américain ou des autorités de l'État américain sur ce sujet-là, tu vois. Alors, si t'avais un gros dos, je pense qu'il y a matière, mais là, ça a été plutôt fait comme beaucoup de choses où on te laisse simplement dans le flou. Voilà, dans le flou. Comme c'est une zone de flou, tu peux pas rentrer dans un game de dire il y a non-concurrent, enfin il y a anti-concurrence, etc. Tu sais pas sur qui taper, parce qu'au final, tu veux taper qui le régulateur, tu veux taper des gens qui bossaient pour ce régulateur, tu veux taper des banques qui étaient de mèche. C'est difficile de savoir sur qui taper. Donc au final, on peut juste espérer que la situation se débloque, mais je pense que personne n'aura de problème. Un petit peu comme à la suite de la crise de 2008, il n'y a quasiment aucune banque qui a subi les conséquences de ces actes. Tu vois. Voilà, les banques too big to fail, encore une fois. Ensuite, on a la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Très grosse probabilité. Donc, comme d'habitude, réduction de l'inflation dans les États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs aussi le cas en Europe. Donc, on s'imagine une petite baisse, parce que généralement, grosse baisse, c'est pas très bon. On y va mollo dans la capacité d'emprunter. Et on en saura plus lors de la réunion entre le 17 et le 18 décembre. Voilà. Donc, attendez-vous à ce que potentiellement l'information se price, même si je pense qu'elle est déjà pricée, parce qu'en réalité, on voit bien que d'un point de vue économique, les choses vont de mieux en mieux en Occident. Ensuite, donc, les cas, c'est pricé instantanément par le marché. Hein. Enfin, faut pas vous faire d'idées. C'est pas, je pense, c'est 100% à la milliseconde où on a une information en plus. Il y a des bots et des firmes qui s'occupent de repricer ça, et on l'a vu notamment avec le S&P qui s'est récemment envolé. Ensuite, je parle rapidement politique, parce que la Corée du Sud est quand même un acteur important du marché des crypto-monnaies. On a eu une situation très particulière en Corée du Sud cette semaine. En fait, le président en place, Yoon Suk-yeol, je pense que ça se dit comme ça, a annoncé la loi martiale. C'est-à-dire, c'est parti, le peuple va partir faire la guerre
contre la menace nord-coréenne. Sauf que même si ça n'a jamais été le grand amour avec la Corée du Nord, ça fait un moment qu'il y a quand même de la paix et c'était pas du tout quelque chose de prémédité par le peuple, etc. C'est vraiment le président qui a pété son câble. J'ai pas regardé en profondeur, mais de ce que j'en ai compris, déjà la Corée du Sud est un pays connu pour être corrompu jusqu'à l'os, puisque au-delà de la présidence, tu as notamment des grosses sociétés dont Samsung, qui sont des grandes familles qui pilotent pas mal la politique du pays. Autre part, de ce que j'ai compris, ce fameux président risque la prison. Et donc, si forcément il y a loi martiale et que le pays entre en guerre, en fait, il a un petit peu le totem d'immunité. Je pense qu'il a joué cette carte-là comme un gros débile pour essayer de s'en sortir. C'est pour ça que ce qui s'est passé cette semaine, du coup, c'est qu'il annonce la loi martiale. Ensuite, il demande à l'armée d'empêcher les gens de se manifester et de lever cette loi martiale. Au final, on arrive quand même à voter la levée de la loi martiale. Le président, il se retrouve comme une merde parce qu'il s'est dit merde, mon plan il a pas marché et il nous a fait une petite excuse en public, ouais, je suis désolé. Voilà. Donc là pour le moment, c'est juste un je suis désolé, mais bon, le reste des politiciens de l'opposition et le peuple sont en mode non, mais on peut pas garder un président comme ça, c'est un grand malade. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est que le prix du Bitcoin a totalement dévissé à ce moment-là, comme d'autres nombreuses crypto-monnaies. Sur les plateformes sud-coréennes. Et ça s'est repris ensuite. Ce qui a été intéressant, je pense, c'est que, souviens-toi, à l'époque de FTX, on savait que Sam Bankman s'était construit une richesse justement sur de l'arbitrage parce qu'il a ouvert des comptes dans de nombreux pays. Et on sait que sur les bull runs précédents, des fois, les prix des crypto-monnaies en Corée du Sud étaient en décalage complet avec le reste du marché. Donc, il n'est pas improbable que pendant cette situation déplorable, il y a quelques personnes qui se soient gavées et d'autres personnes qui se soient fait déchirer, malheureusement. Voilà, donc la situation n'est pas réglée et pour le moment, ça a l'air d'aller, mais on va suivre ça avec attention parce que Corée du Sud versus Corée du Nord, ça peut avoir une incidence beaucoup plus grande en sachant que la Corée du Sud, elle est alliée de l'Occident et que la Corée du Nord, elle est aussi cul et chemise avec la Russie notamment. On sait par exemple que dans le cas de la guerre en Ukraine, il se pourrait que la Corée du Nord envoie de ses soldats en Ukraine pour se battre avec la Russie. Ensuite, donc on a Donald Trump qui nomme Paul Atkins à la tête de la SEC. Donc pour faire très court, Paul Atkins, qui est une personne qui a pas mal d'investissements en crypto-monnaie, qui a été investisseur dans certains cas, advisor dans d'autres, et qui fait notamment partie en tant que coprésident de la Digital Chambers Token Alliance. Je ne connaissais pas d'ailleurs, mais on peut voir notamment sur le site de la Token Alliance, un petit document qui fait un peu d'Inocoin d'ailleurs. On voit des vieux coins 2017, du Factom, on voit encore le Matic quand ça s'appelait pas encore Polygon, du RSK, du Nexus ou du Dragon Chain. Bref, des tokens qui sont vieux comme le monde. Ah, c'est Bullrun de 2017. Non, mais le report, même pas... Ouais, ça date. Mais je me dis, il y a peut-être des gens... Peut-être, qui ont anticipé le truc et qui sont allés dans des dino coins pour ça. Je pense que ça va loin, là. Ça va peut-être loin, peut-être pas. On verra. Ensuite, on a le président de la Réserve fédérale américaine, donc c'est pas n'importe qui quand même, qui compare Bitcoin à l'or numérique. Alors, très court, on lui demande est-ce qu'il doit considérer les actifs numériques et le Bitcoin comme un concurrent du dollar. Lui, il calme le jeu tout de suite. Il dit pour moi, le Bitcoin, c'est un outil spéculatif, c'est un peu comme l'or. C'est pas le concurrent d'une monnaie, c'est le concurrent de l'or parce que c'est un peu une représentation de l'or au format numérique. Donc après BlackRock, enfin le CEO de BlackRock, c'est au président de la Réserve fédérale américaine de nous dire ça. Excusez-moi, petit coup de fatigue. On voit quand même qu'il y a une vraie reconnaissance de ce que c'est Bitcoin. On attend Christine Lagarde ou Monsieur Macron de nous dire la même chose. Je pense. Non, parce que quand t'as Jérôme Powell qui dit ça et que dans la même semaine t'as Poutine. Ouais. Il dit que personne ne peut interdire. C'est la suite de l'article, c'est ça. Personne ne peut interdire Bitcoin et je trouve qu'il fait plutôt l'éloge de Bitcoin dans son discours et dans l'apparition que Poutine a fait. Tout à fait. Et donc en une semaine, en gros là, si je devais décrypter le truc, aux US, en Russie et dans à peu près partout dans le monde, les gens commencent à comprendre ce qui se passe, surtout dans les pays les plus significatifs économiquement. Et puis en Europe, on est toujours les demeurés qui disent que Bitcoin c'est de la merde. Enfin, surtout quand t'écoutes la Banque Centrale Européenne, qui est un peu le bras armé de l'Europe, en tout cas sur la monnaie. Donc après, peut-être que les Christine Lagarde, du coup, du fait que en fait, elle a pas de personnalité, peut-être
peut-être qu'elle fera la même parole que Jérôme Powell. Elle dira, bah en fait, Bitcoin, dans tous J'y les crois cas, pas. ça concurrence pas l'euro, ça concurrence l'or. Et à ce moment-là, elle coupe un peu court au débat et à la position un peu bizarre qu'elle a eue jusqu'à maintenant. Mais enfin, quand on écoute Jérôme Powell, qui est quand même chairman, enfin c'est celui qui gère il gère la, président, je crois, de la Réserve fédérale, donc c'est ça, de de la Fed. l'émetteur du dollar américain. Hein, ouais. Et donc l'homme qui est derrière le dollar en ce moment et t'as Poutine en face, bah j'ai tendance à mettre plus de poids dans les paroles de ces personnes-là que dans celles de Christine Lagarde. Donc Ouais. Bah, après, c'est politique, encore une fois. Hein. Nous, on tient absolument à créer un euro numérique, une Europe soudée, une Europe forte, avec l'euro au-dessus du reste de la planète. quelle grosse blague, Bon, putain, c'est trop une c'est dinguerie. terrifiant, hein. C'est terrifiant, mais bon, écoute, c'est de la politique, c'est de la posture. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'on a une semaine sur les altcoins qui est vraiment rigolote. Tu vois, on a vraiment des dinos, des vrais Et dinos. Hein, si tu regardes en vrai, ce qui a le plus performé, c'est les tokens d'exchange. DYDX, Hype, BGB, Uniswap. C'est vrai, il y a ça aussi. C'est une façon de voir les choses. C'est une bonne façon de voir les choses. Et la façon de... Je pense l'autre manière de voir les choses, c'est Hype qui est en train de tout démonter et du coup, tu es en train de repricer ce qui est à côté. Après, le BGB, pour moi, enfin, en vrai, on l'a pas vu, mais BNB a aussi bien performé, juste qu'il a une énorme capitalisation. Du coup, bah, de ce fait-là, on le sent pas trop. Mais t'as le BNB qui a aussi fait une bonne perf. Donc, tu sais que c'est cette narrative-là que j'aime le plus, parce que c'est celle qui est le plus proche de mes habitudes crypto, quoi, qui sont d'investir, de trader, d'échanger. Donc, faut jamais parier contre des putains de cash machines comme Binance ou comme genre BitGet, je suppose, en ce moment, comme Hyperliquid, DYDX, etc. Et puis, faut pas oublier qu'aussi que la majorité du supply de ces tokens d'exchange centralisés, pas décentralisés, mais tokens d'exchange centralisés, sont détenus par l'exchange lui-même, en fait. Donc, globalement, ils manipulent le prix un peu comme ils souhaitent. Évidemment, le retail aide, mais ouais. Du coup, bon, tout à l'heure, on vous l'a pas affiché à l'écran. Je vous le redis, parce que c'est important. Vous avez 2 concours avec 1000 € à gagner sur Twitter, que je vous laisse en description pour ceux qui écouteront la rediffusion sur YouTube. Je vous la remets aussi dans le chat. Voilà. Donc, c'est très simple. Hein. Il vous suffit simplement de suivre le compte de Coin Academy. Je peux le mettre dans le chat global Restream, comme ça les gens sur YouTube et sur ma chaîne l'ont aussi. Ouais, je l'ai c'est que chez toi. envoyé des deux côtés. Non, j'ai envoyé des deux côtés. Okay. T'inquiète pas. Et du coup, on a aussi une semaine, enfin même un mois de décembre très chargé. Alors je me permets de reprendre le visuel de Layer GG. C'est sympa. Il se passe des choses. Donc de haut en bas, voilà, des airdrop season, des nouveaux jetons qui arrivent. Moi, ce qui va m'intéresser le plus là-dedans, bah, c'est notamment le Magic Eden Token, enfin, qui arrive, en sachant que y a un petit peu de volume dessus. Je serais très curieux. On sait aussi qu'OpenSea va relancer sa plateforme avec une refonte qu'on n'a pas vue encore. Est-ce que OpenSea va sortir un token? Je sais pas. Ça pourrait être rigolo à surveiller. Mais surtout Microsoft, là, le 10, là, t'en as pas parlé, là, mais ça. Le 10, ouais. Microsoft qui... En fait, j'en parle pas parce que, voilà, c'est vrai que c'est beau, mais j'y crois tellement zéro. Bon, on va en parler quand même. En gros, il y a le sujet, est-ce que Microsoft investirait une partie de ses profits dans le Bitcoin? Voilà. Donc, et du coup, ça, il leur a fait le discours, et du coup, c'était la semaine dernière ou cette semaine, et du coup, le 10, il review la proposal, donc est-ce que c'est une décision finale ou pas? Je sais pas. Mais évidemment à surveiller. Et en vrai, cette image, elle est vachement bien parce qu'il y a plein de trucs. Peut-être que tu peux rescroll en haut pour voir. Donc le 11, t'as les chiffres de l'inflation du côté US. T'as quoi? T'as l'emploi aussi le 5 et le 6. T'as tout ce qui est lié aussi à Bitcoin, donc STX le 16. Je crois que t'avais Babylone vers la fin d'année aussi. Ouais, après, c'est surtout sur la fin que t'as des trucs de ouf. Donc déjà, on sait que Phantom va lancer sa deuxième chaîne Sonic, qui va être une chaîne parallèle EVM, ultra rapide, etc., avec un nouvel airdrop. On sait aussi que du côté hors crypto, mais en intelligence artificielle, il y a un nouveau modèle d'IA ChatGPT qui va arriver. On sait que Google devrait dégainer quelque chose aussi. On sait qu'au premier trimestre 2025, Nvidia va sortir ses nouvelles cartes graphiques. Donc, peut-être que ça va stimuler la narrative autour de l'intelligence artificielle. On a aussi Near Protocol qui devrait sortir son grand modèle IA décentralisé, plus gros encore que le modèle Llama de Facebook. Berachain qui sortira un jeton. On a Sui qui va sortir un nouveau projet que j'ai pas très bien cerné. Alors attends, j'ai pris des notes à ce sujet-là tout à l'heure. En gros, ça permettrait une interopérabilité native entre Sui,
Ethereum, Bitcoin et d'autres jetons, et ça permettrait, sans avoir à bridger, de pouvoir par exemple faire des swaps, etc., avec une finalité ultra rapide. Donc ce serait un produit assez sexy, exclusif. Je vous laisse. On n'a pas parlé aussi, lire. il y a le projet de Austin Federa qui est intéressant. Comment il s'appelle déjà Austin. Ah, bah, c'est 0 et quelque chose, mais si tu vas sur son profil, je pense que tu trouves. On va aller sur. Austin, tape Austin, ouais, tu vas trouver. Austin Federa. Hein. Il me semblait que je le suivais, ok. Co-founder, c'est Double Zero. Voilà. Double Zero, qui serait un espèce de layer un peu différent d'une blockchain, de ce que j'ai bien compris, et qui permettrait d'avoir la possibilité de faire passer énormément d'informations à très haute vitesse. Donc peut-être un entre les blockchains, du coup, LL2, etc. Ouais, c'est un petit peu la vision de Solana, mais peut-être sans la partie exécution et consensus. J'avoue que j'ai pas encore cerné. Il faut que ça fait un peu penser à Axelar, Layer 0 sur certains trucs et tout, non? Ouais, mais là, ça a l'air d'être vraiment opté sur ultra basse latence, tu vois. Ça va être vraiment pour transférer de la donnée, peut-être pas que du token, peut-être toutes sortes de types de données. Ça va être intéressant à surveiller. Je vous avoue, je maîtrise pas le sujet. Mais à suivre. Évidemment, on aura plus d'informations bientôt, et je pense qu'il y a le white paper qui est disponible, qui est à lire, etc. Mais on vous recommande de lire ça parce que tout simplement, Austin Federa, c'était plus ou moins le numéro 3, numéro 4 à la fondation Solana, et quelqu'un qui est très très bien connecté au reste de l'écosystème, quelqu'un d'assez intelligent que j'ai interviewé sur ma chaîne d'ailleurs. Et le fait qu'il lance quelque chose, t'es obligé de t'y intéresser, quoi. Surtout vu à quel point ça pourrait s'intégrer avec du Solana facilement, vu les plugs qu'il a ou le reste de l'écosystème à voir. Mais en fait, ça va bien au-delà de la blockchain. C'est ça que j'ai compris, par contre, c'est que ça va bien au-delà de la blockchain. Ça a l'air d'être un protocole de communication, finalement, comme HTTP, WebSocket, peu importe, mais sauce crypto. Donc ça va être intéressant à voir. Optimisé pour les systèmes comme la blockchain, c'est ce que ça dit. Voilà. Ensuite, bon, est-ce que j'ai envie d'en parler? Pas vraiment, mais j'en parlais quand même. Des Initial Roll-Up Offering sur Dimension. Vous savez, ce jeton de l'écosystème Cosmos où il s'est absolument jamais rien passé. Mais on sait jamais. Voilà, on sait jamais. On sait aussi qu'Ethena, je sais plus où j'ai vu ça. Voilà, Ethena va sortir un DEX Ethereal, donc ça va être intéressant à surveiller. Ouais, Ethereal DEX. Intéressant. Je sais que Ethena vont aussi arriver sur Hyperliquid. Donc ça sera sûrement un DEX multi-chain. À voir. Franchement, à voir. On est pour le moment, il y a de l'early access. Faut voir. Ça me fait un peu penser à Arkham où il lance un DEX. Ça paraît un peu téléphoné, mais peut-être que je me trompe. J'ai pas plus d'infos. J'ai pas plus d'infos à ce sujet-là. Regarde, pour le moment, on nous dit. On va voir, parce que vu qu'ils sont sur des exchanges centralisés, des exchanges décentralisés, etc., peut-être qu'ils vont essayer de les interconnecter d'une manière. Je sais pas comment ils vont faire. Mais à surveiller, clairement. Un hard fork aussi prévu sur Caspa. Je vous avoue que j'ai pas suivi de quoi il s'agissait. Mais moi, c'est surtout sur la droite que ça m'intéresse, que tu as montré sur ton image là. Ouais. AV4, Jupiter Perb V2. J'ai vu Camino, ils ont lancé un truc là récemment. Je crois que c'était Camino Swap aussi. Enfin, t'as OpenSea aussi qui lance une nouvelle version d'OpenSea. Enfin, il y a tellement de trucs qui vont arriver en même temps et on se demande pourquoi ils ont autant d'annonces à faire ces petits malades. Ça n'a aucun lien avec le fait que le marché soit bullish. Je vous laisse le lien de tout ça en description aussi pour ceux qui écouteront sur YouTube. Je viens de le mettre dans le chat. Je continue. Alors, on a eu un drama de très courte durée. Le tweet est déjà supprimé. Mais tout à l'heure, juste avant cette émission, on a eu un tweet de Cardano qui nous a annoncé qu'ils ont reçu une lettre de la SEC, qu'ils allaient arrêter de soutenir, etc. C'était assez évident que c'était fake, mais ça m'a quand même fait peur. Sur le coup, au final, bon, c'était un compte Twitter piraté. Ensuite, je voulais vous parler de IOTA. J'ai noté plein de trucs, mais je voulais vous parler de IOTA principalement parce que ils sont forts, IOTA. En fait, IOTA, c'est les premiers à avoir sorti un graphe acyclique orienté, c'est-à-dire une techno différente de la blockchain. À l'époque, l'idée, c'était de dire on sera plus rapide encore que les blockchains existantes, et puis après, on fera des smart contracts, etc. Au final, il n'y a jamais eu de smart contract sur le Layer 1 IOTA. Ils l'ont promis depuis 2017, on l'a jamais vu. Ensuite, ils ont parlé de Layer 2 IOTA, ils ont parlé de IOTA EVM, etc. Mais du coup, donc, ils ont bossé sur plein de trucs. Pourquoi on parle d'eux alors qu'ils tiennent aucune de nos promesses? Enfin, aucune de leurs promesses, je veux dire. Pourquoi on donne encore des crédits à ces gens-là? Pourquoi on leur dit juste pas, on te couvre pas sur Khan Academy parce que juste tu prends les gens pour des cons, peut-être? Ou est-ce qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit? Moi, je fous de la gueule des gens. Moi, je couvre. Je couvre.
je couvre juste pour vous dire qu'il y a eu un petit drama et qu'il y a du changement. Alors effectivement, IOTA, ça a toujours été des promesses sur des promesses sur des promesses. Et il y a des choses aussi qui sont un peu bizarres, notamment l'historique des transactions, la façon dont on peut les voir. C'était un peu particulier, ça l'a toujours été d'ailleurs. Aujourd'hui, ils dégainent quoi ? Ils nous disent, bon bah voilà les gars, bon bah tout ce qu'on a dit c'était bien, mais en fait on va forquer SUI. Alors ils disent pas on va forquer SUI, hein. Ils nous disent juste on va faire de la parallélisation Move et EVM. Donc ce qu'ils avaient construit pour l'EVM, ils vont le garder. Ils vont prendre donc la boîte à outils de SUI, profiter du coup de son consensus et de son exécution, etc. Ils nous proposent aussi de l'API de staking. Donc bref, Et c'est quand qu'on les insulte, la capette, dans la masterclass? J'attends encore le créneau, là. Bah, je sais pas quoi te dire. Écoute, si ça pump, on peut en parler, non? Je crois que c'est ça la règle. Ah, c'est ça la règle? Ok, je respecte La la règle, c'est règle. que si ça pump, on peut en parler. Non, plus sérieusement, moi, je vous dis de vous en méfier comme jamais. D'ailleurs, il s'est passé un truc assez drôle, enfin pas drôle pour la personne pour qui c'est arrivé. Alors, je vais reprendre les tweets. On a un des développeurs de la IOTA Foundation qui, justement, à la suite de l'annonce du tweet, parce que le tweet n'est pas tout frais, hein, j'étais passé totalement au travers parce que je vous avoue qu'IOTA, je suis passé à autre chose. J'en ai un Donc, truc une qui m'a personne tué. qui travaille là-bas, qui dit, imagine, tu as bossé pendant des mois et des années pour faire des choses et au fur et à mesure, on tient pas les engagements, on change constamment de pivot pour essayer d'aller dans le sens du vent, etc., etc. Mais je vais quand même garder le positif dans tout ça. Ça reste un système décentralisé. Alors déjà, Non, décentralisé. il sera enfin 100% sans Ah oui, décentralisé. oui, pardon. Tout à fait. Mais ça va, Ouais. il y a pas eu 2 cycles pour le faire. Ouais. Ok. Tout à fait. IOTA aura enfin des smart contracts sur 100 L1 et aura enfin un bon consensus BFT. Non. Donc, Attends, Capette, t'es en train de me dire que s'ils sont en train de copier et de forquer SUI, ils pourront faire enfin ce qui est disponible sur SUI, gratuitement. Non. Non, non. C'est ça. Enfin Et du coup, décentralisé, Capette. il a fait ce tweet le 18 novembre et le 2 décembre, on lui a dit bah terminado frérot, le tweet que t'as fait, il nous a mis dedans et ciao bonsoir. Donc du coup, bah c'était quelqu'un qui était vraiment respecté, même de l'extérieur. Il a reçu des avis très positifs de plein de projets, que ce soit Radix, que ce soit, je crois Caspa, etc., etc. On ne sait pas où est-ce qu'il ira, mais tout ça pour vous dire qu'IOTA, moi j'ai du mal, les gars. J'ai vraiment du mal, et je dis vraiment pas ça souvent. Capette, à la benne, hop, on parlera de SUI, ce sera mieux. Voilà, tout à fait. Ouais, mais SUI fait pas de l'EVM. Allez, j'arrête, j'y crois pas du tout. Ensuite, on a Solana qui continue d'avancer sur ses promesses. Certains diront ouais, c'est des promesses. Certains diront machallah, comme on dit. En augmentant la taille des blocs gentiment, progressivement. Le but étant de pouvoir faire passer plus de transactions dans Solana. On peut voir pas mal de tweets bullish de la part de Mert en ce moment, qui est quelqu'un de très branché Solana, puisqu'il gère un des plus gros réseaux de validateurs du réseau. Je vais essayer de vous retrouver un tweet récent bullish. Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave, j'ai meublé. Voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir prochainement sur Solana ? Augmentation de la taille des blocs. Évidemment, FireDancer qui va arriver, parce que c'est toujours pas sur le mainnet. Mais c'est en cours. Il se branle pas. Hein. C'est en cours. Voilà. Donc, FireDancer, peut-être FrankenDancer dans un premier temps. Voilà. Ensuite, il parle de Faster Internet being built. Alors là, l'idée, ce serait d'utiliser Solana comme couche pour faire transiter des données, un petit peu comme le projet qu'on a vu juste avant. Et on aura une grosse annonce ce lundi, du coup. Très intéressant à surveiller. Et donc, il faut en retenir. Et vite fait, c'est écrit Penguins releasing their token. Oui. Ça fait écho à une interview que j'ai enregistrée d'ailleurs avec Lucas Netz de Igloo et de Abstract et de Pudgy Penguins du coup. On pourra en reparler après si tu veux, mais je voulais juste le mentionner parce qu'on allait l'oublier parce que c'est quand même une des plus grosses collections NFT qui sort son meme coin sur Solana alors que c'est une collection NFT Ethereum et qui lance un L2 Ethereum. Ethereum. Et du coup, Solana aujourd'hui, c'est en enlevant les transactions de vote, allez, entre 800 et 1000 transactions par seconde en ce moment. En augmentant la taille des blocs, on va faire passer un petit peu plus de transactions. Ce qui va se passer aussi, je le répète parce que je l'avais dit dans des émissions précédentes, mais il y a plein de nouveaux qui nous écoutent, c'est qu'une transaction, elle a un certain coût dans un bloc. L'idée, ce serait que bientôt, ce coût par transaction soit réduit. Donc, on a deux façons de faire passer plus de transactions dans un bloc. La limite par bloc qui était affichée dans le tweet de Mert de tout à l'heure, là, que je remets, en fait, c'est une limite qui est imposée par le réseau, mais en fait, elle est virtuelle, cette limite. On pourrait très bien l'augmenter, la baisser. Le truc, c'est que si on met une limite qui est trop grande, bah, le réseau pourrait imploser.
comme ça a été le cas à l'époque. Donc, ils ont mis une limite de 50 millions. Ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on va augmenter la taille des blocs. Donc, on va pouvoir faire passer plus de transactions complexes. Et pour les transactions simples, on va baisser le coût des transactions simples. Ce qui fait que si une transaction simple, elle coûtait 450 compute units avant et qu'elle en coûte, par exemple, 45 après, on pourra en faire passer 10 fois plus dans un bloc. Donc, ça va pas se faire d'un coup d'un seul. Je m'attends à ce que ça monte progressivement, mais attendez-vous à ce que dès le premier trimestre 2025, Solana double sa capacité. C'est quelque chose auquel je m'attends très 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 fort. Ensuite, je fais une petite parenthèse. Si vous êtes gamer, je vous ferai un live ce lundi sur Oxia Origin. Je fais une précision cependant. Je suis investisseur sur le projet. Pixoul est aussi. Si ça vous intéresse de tester le produit, je vous mets un petit code en description YouTube et je vous le mets également dans le chat. C'est un code pour tester l'alpha sur Epic Games. Comme ça, vous testez de votre côté. Il y a un système de quêtes qui est dispo. Donc, c'est les quêtes classiques. Vous interagissez sur Twitter, vous créez un compte, vous jouez au jeu, etc. Et en fait, vous gagnez des points pour un leaderboard. Et ceux qui seront en haut du leaderboard vont pouvoir gagner des jetons. Voilà, je fais la petite parenthèse dans cette émission. On a également des nouvelles de LivePeer. Que je reçuis de loin, forcément, puisque ça pump, tu connais la règle, Léo. LivePeer, qui a un projet en surcouche de LivePeer qui se lance, qui s'appelle Stream2Peer. L'idée, c'est quoi? C'est de proposer un protocole qui serait un concurrent de StreamYard, mais sauce décentralisée, en utilisant justement le réseau de cartes graphiques de LivePeer pour pouvoir gérer le flux vidéo. Donc j'ai pas pu tester, je pense que c'est le début, mais LivePeer, ça fait très très longtemps que je suis le projet, ça fait depuis 2018, je crois. On avait fait une belle analyse fondamentale du projet. D'ailleurs, pour les intéressés, vous tapez LivePeer Coin Academy et Petit alpha. Tout ça. Petit alpha. Du coup, j'ai fait une interview avec Luc Hannes de Pudgy Penguins qui lance un L2 sur Ethereum qui s'appelle Abstract. Et en gros, ils se veulent être le L2 fun, genre accessible de tous, notamment pour les normies. C'est pas encore sorti. Et, c'est pas sorti. Et en gros, dedans, il expliquait qu'il allait avoir une plateforme un peu Twitch-like, mais mode crypto. Et que tous les gens qui streameraient dessus seraient extrêmement récompensés de ce qu'il disait dans ma vidéo. Ok. Donc, je pose ça là, vu que ça c'est en rapport. Ça colle. Ah bah, ça colle carrément, ouais. Alors, des protocoles de streaming vraiment crypto, il y a eu Theta, fut un temps. Aujourd'hui, Theta est parti dans l'intelligence artificielle, on comprend pas quoi. Trop, ça fait partie de ces dinosaures où on sait pas trop où ça va. Moi, LivePeer, je kiffe de fou. Faites attention avec ce type de jeton d'un point de vue spéculation, parce que je vais vous montrer le prix, vous allez vite comprendre en fait. Moi, j'en ai, je vous le dis, c'est juste que c'est du pump and dump constant. Il y a aucune logique dans le prix de ce token. Attendez, j'ai chargé trop vite. Vous voyez, ça fait des gigapump et des gigadump. Donc, faites gaffe avec ce genre de jeton, vraiment. Moi, là, je vous parle juste du projet, je vous parle pas du jeton. Et en gros, le principe... J'ai un trade ouvert dessus. Ah, ouais, après, bon... Mais il mange le trade, ça. Bon, ça va. En gros, le principe est assez simple. En gros, vous voyez, sur un processeur graphique de votre carte graphique, vous avez une partie qui va être dédiée à l'encodage et au décodage vidéo. Vous avez une partie qui est liée à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les Tensor Core. Et donc, toute la partie vidéo, vous pouvez l'utiliser justement pour gérer des flux vidéo. C'est-à-dire que, pourquoi pas, dans le futur, proposer un Netflix qui soit en background géré par des cartes graphiques qui servent à la fois pour du mining crypto et à la fois pour du transcoding vidéo. C'était un petit peu ça le principe. Ça fait très longtemps qu'ils bossent dessus. Et au début, c'était le tout début. Donc, c'était au début d'Ethereum. Il n'y avait pas les Layer 2. Je sais que maintenant, je crois, ils sont sur Arbitrum, etc. C'était un petit peu le bordel. Mais au fur et à mesure des améliorations, des technologies, des oracles, des protocoles, etc., je pense qu'on va y arriver. Et donc, ça pourrait permettre de redonner aussi du live stream non censuré. Tout à fait. Mais c'est surtout donner une nouvelle vie à certaines cartes graphiques. Parce que tu vois, tu as des cartes graphiques qui, ok, elles commencent à patiner un petit peu dans du jeu ou pour du mining, mais l'encodeur vidéo, il est toujours très bon pour traiter des flux en 720p, en 1080p, tu vois. Mais donc, moi, je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, que en vrai, le plus important, c'est pas forcément qu'on met à disposition plein de machines ou quoi que ce soit, c'est que c'est littéralement du stream décentralisé, incensurable, de ce que je comprends. Et c'est ça la vraie valeur du truc, c'est que c'est incensurable. Et que c'est totalement décentralisé, tu vois. Chose que n'est pas YouTube Live, Twitch, etc. Voilà, c'est open et permissionless. Et en plus, ça peut vous permettre d'avoir des coûts bien inférieurs à des solutions centralisées. Après, voilà, est-ce que c'est aussi stable? Je sais pas. Mais ça avance petit à petit. Et au fur et à mesure qu'ils vont faire des partenariats, la sauce devrait prendre. En tout cas, je l'espère. Donc, très cool. Très, très cool. J'ai noté d'autres trucs. Si, on peut terminer sur un petit truc.
que j'avais noté, c'était par rapport à Polkadot. Alors, Polkadot qui nous a fait une performance historique. En gros, vous savez, je vous en parle très mal parce que ce Polkadot, on a eu tendance à un petit peu le mettre sur le côté. Je vais rattraper mon retard par rapport à ça parce que je pense que Polkadot peut nous faire un comeback. Polkadot a bossé très dur sur son consensus, sur son scaling, etc. et nous a proposé sur le mainnet, donc pas avec des trucs bizarres gérés en local sur un réseau de 10 nœuds, etc. Sur le mainnet, plus de 5000 transactions par seconde, en sachant que ces transactions par seconde, elles sont réparties sur les différents cœurs du réseau. Sur ce réseau, il y a différents projets comme Peak, dans lequel nous sommes investisseurs. Il va y avoir des projets EVM, etc. Mais on sait que en termes de performance, ils sont capables d'être au rendez-vous. Maintenant, il faut qu'il y ait les applications en face. Comme les choses vont très vite en crypto, j'aime pas dire ouais, Polkadot, c'est sorti trop fort, il a mal géré son bull run de 2021. Non, c'est poubelle. Non, parce que Polkadot, c'est quand même le CTO d'Ethereum qui l'a construit et que ils ont un trésor de guerre de fou. Donc, s'ils doivent dépenser dans du marketing, ils peuvent. Tu trouves pas ça suspect, les timings des annonces ou de ces stats-là, etc. Je suis en mode, les gars, vous avez eu genre 2 ans, 3 ans pour sortir ces trucs-là et d'un coup, genre, ça nous ressort ça quand le token il pump. Ouais, genre. après. En fait, je suis un peu fatigué, tu vois, de ces trucs-là. C'est pour ça que, genre, et je comprends, par contre, on est d'accord, le gars derrière Polkadot, c'est un énorme crack. Et d'ailleurs, il a fait une interview très intéressante sur YouTube. Mais en fait, je suis un peu partagé sur le fait de parler des anciens trucs, tu vois. Parce que, en même temps, ils existent, etc. Mais je me demande si notre devoir, c'est pas de parler de où est-ce que l'activité est vraiment principalement, où est-ce qu'il y a des choses à faire, où est-ce que sont les gens, ce qui se passe, tu vois, et pas juste des records techniques absolus. Polkadot, ils ont bossé tout le long. C'est pas là, on est fin 2024 et puis on découvre qu'ils font des trucs. Si tu suis Polka France notamment, il y a eu des annonces constantes. C'est juste que tout le monde s'en battait les couilles, en fait. Tout le monde s'en battait totalement les couilles. De plus, le framework de Polkadot, Substrate, il est quand même utilisé par des beaux projets comme BitTensor. BitTensor n'est pas une parachain de Polkadot, mais pour autant, ils ont choisi la stack technique de Polkadot pour leur layer 1, tu vois. Donc, si tu veux, on parle de Cosmos tout le temps, pour FUD ou pour rigoler ou pour respecter ou machin. C'est aussi notre devoir de temps en temps d'en placer une petite pour Polkadot. Je vais pas vous vendre une grande montagne, on sait qu'il se passe pas une grande activité sur Polkadot, mais je sais pas, j'ai ce petit sentiment que faut garder un œil averti sur Polkadot. Voilà, c'était juste que je voulais. Mais ce que je veux dire, c'est que faut qu'on arrive à pondérer notre temps, tu vois, de stream ou de ces choses-là par rapport à ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on a parlé autant de Solana et de Polkadot, alors qu'en vrai, Solana, ce dont tu parlais, ça risque d'avoir un impact encore plus large. Tout à fait. Donc, mais Solana, on en parle toutes les semaines, toute l'année. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Alors Polkadot, on en place une fois tous les semestres. Donc voilà, c'était l'occasion de parler un petit peu de tout. Et d'ailleurs, je terminerai cette partie fonda et c'est les quotas des élections. Solana, c'est ça, c'est les quotas des sélections. Solana a annoncé que des programmes en TypeScript peuvent être faits sur Solana à présent, ce qui fait qu'aujourd'hui Solana est compatible avec le Rust, le C, le C++, le Python, le Solidity nativement et aussi au travers de Neon et peut-être plus tard le Move, parce que je sais qu'historiquement le langage Move par Libradiem, Sui, Aptos, etc. était aussi dans le pipe. Peut-être que ça arrivera plus tard sur Solana. Je te laisse la main quand tu es dispo. Je suis dispo. Attends. T'inquiète pas. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous voulez voir des nouvelles analyses fondamentales qui sont pas encore dispo sur Coin Academy, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir dans l'espace commentaire. On a notamment des choses que j'ai notées comme Hyperliquid, Virtual, Aerodrome, etc. Si vous voulez en voir d'autres, vous nous le dites en commentaire et nous, on va noter tout ça et on va relancer de la rédaction sur tout ça. Allez, je te laisse enchaîner. Bah écoutez les potes, sur la partie technique, je vais parler un peu de macro, vite fait. Du côté du S&P, RS, on fait des plus hauts historiques. Je crois que il y a moyen que ce soit enchaîné, notamment par rapport aux probabilités que Jérôme Powell cut encore plus les taux, puisqu'ils sont encore relativement élevés. Et on va pas se mentir, c'est aussi ça qui fait le beurre de Tether, etc. Donc du côté macro, je dirais RAS, même s'il y a des conflits, avec ceux que vous connaissez, même si ça bouge d'un point de vue Corée du Sud, je crois qu'en Syrie, c'est encore en train de bouger aussi. Ah oui, Syrie, c'est la chute du gouvernement, donc... ça. Donc malgré ça, pour l'instant, les marchés tiennent et moi, je regarde uniquement le S&P pour jauger de l'état global de l'économie et des vrais risques, parce que tant que le S&P ne donne pas, à mon sens, tout ça n'aura pas un impact significatif économiquement pour nous.
personnellement, mais évidemment, ça a un impact politique, géopolitique, etc. D'un point de vue des totaux crypto, donc si on regarde le total market cap, l'opium. on a fait tout simplement un nouvel ATH. Donc cette semaine, on a continué une droite. À partir du moment où on a commencé à break sur BTC, sur le reste, ça a commencé à vraiment enchaîner. Si on regarde le total 3, donc qui exclut BTC et ETH, on voit qu'on est aussi en to the moon. N'oubliez pas que cela inclut tout ce qui est en dehors de BTC, ETH du coup, et donc tout ce qui est BNB, XRP, Dinocoin, etc. Ce qui a un peu, comment dire, il y a un peu une inflation de ce market cap avec des raisons douteuses, mais le marché est ce qu'il est. Et d'ailleurs, ce qu'il faut pas oublier, c'est que en bear market, je vous disais que là, c'était un break significatif. Et lorsqu'on était là, je vous disais que ici, c'était la zone idéale pour les alts et derrière, c'est parti. Donc, pour l'instant, les schémas et ce que j'avais en tête, tout se passe bien. Après, évidemment, c'est difficile à trader parce que qui aurait parié sur le fait qu'il y aurait peut-être 100 ou 150 milliards qui auraient été injectés dans cet indice via XRP. Compliqué. Mais en tout cas, on voit que ça se réveille vraiment de ce côté-là. Du côté des alts, si on regarde le total 3 divisé par BTC en excluant les stablecoins, on voit que on a une surperformance des altcoins. Encore une fois, le total 3 inclut les XRP, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder, à mon sens, Overs, qui est uniquement en dehors du top 10. Donc, toutes les altcoins en dehors du top 10 sont dans le total Overs, que vous pouvez mettre sur TradingView, vous pouvez voir assez facilement en tapant Overs, où on est quand même assez haut, on est proche d'un ATH aussi sur les alts, en excluant la Frenzy, XRP, etc. Et si on regarde sur le ratio BTC, on est en train de réagir dans la zone dont je parlais depuis un moment, qui est tout simplement la reload zone acheteuse. Historiquement, sur le dernier cycle, on a retracé 61-70% de retracement, enfin 61-70% de la hausse qu'on a eue, donc de 2016 à 2018. On a bottom dans cette zone ici, et ensuite on est reparti en ligne droite. Et là, ce qu'on est en train de faire ce cycle, c'est que en fait, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a retracé 61-70% de toute la hausse, et ensuite on a tout simplement commencé à réagir. Donc je sais pas si on va partir en ligne droite, tout comme on l'a eu sur les derniers cycles, mais actuellement, d'un point de vue capitalisation des altcoins en paire BTC, on voit que ça se bouge bien. Je pense qu'il faut aussi doser et nuancer avec le fait que plein de nouvelles cryptos qui existent. Il y a plein de nouvelles cryptos qui existent et qui créent une sorte d'inflation sur ces indices, en tout cas en capitalisation en dollars ou même en BTC, parce qu'en fait, on crée constamment des nouveaux coins. Donc, ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont être bien valorisés et que des gens vont en acheter, mais ça a quand même une influence. Donc, de ce côté-là, ça bouge bien. Et pour parler aussi des alts, quand on regarde ETH contre BTC, ça rebondit, ça se passe plutôt bien. Mais on est en train de retester un niveau qui était clé, qui était un niveau de support ici, de résistance, et qu'on reteste à nouveau ici en tant que résistance. Donc, il va falloir faire attention à comment ça se passe. Mais pour l'instant, notamment par rapport à la paire dollars, je suis assez optimiste sur ETH. Pour parler de BTC, écoutez, on est tout simplement... Alors, attendez. On est tout simplement sur des plus hauts historiques, c'est-à-dire qu'on a quasiment jamais fait, on n'a jamais fait de clôture aussi haute en weekly. On va voir évidemment la clôture de cette semaine, mais on est quand même plutôt bien parti pour faire la clôture hebdomadaire la plus haute de cette semaine, enfin de l'histoire de BTC. D'un point de vue EMA, en mensuel, elles sont croisées à la hausse, en weekly aussi, en 3 jours aussi. En 3 jours, historiquement, c'est celle qu'on a envie de voir tenir, du coup en plein bull market. Historiquement, par exemple, le dernier cycle, on a tenu ces EMA jusqu'au bout. Si tu regardes en 2017, globalement, ça a été le cas, et les retests de ces EMA, ça a été des opportunités d'achat. Donc, on voit pour l'instant que ces EMA servent de support, et tant qu'on les break pas et qu'on clôture pas en dessous, etc., franchement, RAS. Donc, du côté de BTC, tout va bien. Je pense que, évidemment, il faut dézoomer et regarder les clôtures mensuelles. Je pense que c'est évidemment la clôture mensuelle de la semaine dernière sur BTC ETH qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante, parce qu'elle est clôturée aussi haute, qui nous ont permis d'enchaîner. Et franchement, actuellement, je pense que le marché sait pas trop où aller, mais jusqu'à preuve du contraire, bullish, quoi. C'est un peu, ça mon biais par défaut. Je pense qu'on peut se faire des petites frayeurs si on commence à reclôturer en dessous de ce niveau ici en daily, autour des 99 000 $, puisque dernièrement, vu qu'on est en découverte de prix, on n'a pas 10 000 points sur lesquels se rabattre. Je pense à 2 niveaux. Je pense au niveau ici qu'on a retesté, donc les 99 000 $, et l'autre niveau qui est à savoir les 91 800 $, qui est globalement la zone sur laquelle on a bottom sur le méga crash. Donc, est-ce qu'on n'a pas tendance à se dire que, en fait, tant qu'on tient au-dessus, tout va bien, mais si on commence à intégrer sous les 99 000, est-ce qu'on va pas réintégrer en soi un range en daily, qui est globalement ce range entre cette bande haute et cette bande basse? En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Mais tant que ce niveau ici tient, pour l'instant, RAS,
Et surtout que ce niveau-là, en soi, il est assez intéressant, tout simplement parce que à court terme, c'est la reload zone. Alors attends, je vais juste déconstruire. C'est la reload zone acheteuse de la récente hausse qu'on a eue ici. Et c'est un niveau daily, quoi. Un niveau daily, pas forcément un niveau weekly parce que, enfin, ça peut être un niveau weekly, mais on n'a pas encore beaucoup testé ce niveau de prix. Donc, en soi, moi, je veux surtout regarder les 99 000 $, mais j'ai vraiment le sentiment que le marché se teste encore, il sait pas trop où aller. Par nature, il va aller à la hausse, mais on a eu des grosses liquidations cette semaine, en fait, avec ce crash ici. On est descendu même sur les dérivés bien plus bas. Sur les dérivés, on est descendu à 90 000. Et en soi, ce flush qu'on a eu, pour moi, c'était plutôt une bonne chose dans le sens où ça a permis de bien vider le train. Et c'est exactement ce que je voulais voir. C'est-à-dire que par le passé, quand tu avais un énorme open interest et un funding élevé, souvent ça te crée des zones UTP ou des zones de renversement. Un peu comme ce qu'on a vu ici quand on était à 103, 104, dans le sens où on a eu une énorme augmentation de l'open interest, à savoir les positions sur les dérivés. Donc le cumul des positions, et on avait un funding super élevé ici. Donc en fait, on est venu nettoyer ça rapidement, et en soi, c'est assez sain, dans le sens où en fait, quand tu as trop de gens qui s'excitent, qui ouvrent des positions qui sont bullish d'un coup, etc., ce que tu vois sur le funding, sur le point interest, on cherche à les punir, et c'est ce qu'on a fait avec cette mèche. Et maintenant, on se retrouve avec un BTC qui a un funding qui est, à mon sens, faible, et surtout un prix qui est assez proche de celui qu'on avait avant le crash, donc on est à moins 3% sur le prix, mais un open interest qui a moins 11%. C'est-à-dire que vraiment, on a dégagé beaucoup de gens du marché. Donc, je vais surveiller de près un petit peu ce qui se passe. Si on arrive à tenir les 99 000 $, les 98 000 $, je pense que ça va être assez intéressant en daily, puisqu'on n'a pas beaucoup de niveaux sur lesquels se repérer, et ils en font partie. Et puis, je vais monitorer. Du côté d'ETH, pour moi, on a fait un push qui est très intéressant, dans le sens où ce que j'expliquais, c'est qu'à mon sens, la dernière résistance au weekly, c'est ce niveau rouge ici autour des 3 930 $. Résistance à de multiples reprises ici, utilisé en tant que support, et dès que ça a lâché, on est parti en bear market. Ici, c'est le niveau qu'on a retesté 2 fois et sur lesquels on a top. Et là, on s'y réattelle. Donc pour moi, une clôture weekly au-dessus de ce niveau serait vraiment un bon signe, mais surtout ce que j'aimerais voir, c'est que en fait la semaine prochaine on clôture aussi au-dessus, parce que si c'est pas le cas, ça ferait un peu chier et on pourrait le voir un peu comme une chasse. Du style on chasse ce high, et puis derrière on fait une petite déviation au-dessus et on réintègre. Donc ça, ce serait assez embêtant. Petit bémol de ce côté-là sur les dérivés, c'est qu'on a chassé qu'un high sur les deux, on n'a pas tout chassé. Mais du coup, sur Ether, l'opium, c'est que globalement, au-dessus de ces résistances, on n'a absolument rien en fait. On n'a absolument rien entre les 4 000 et les 5 000 $, ce qui nous laisse présager un peu que si on arrive à réutiliser ce niveau ici en tant que support, je pense qu'on peut s'enflammer et enchaîner sur un ATH assez rapidement. Donc on va évidemment voir ce qui se passe. Etc. Mais moi, et d'ailleurs en daily, je sais pas si t'as vu, mais on a retesté parfaitement ce niveau-là récemment. Donc c'est pas exclu qu'on ait davantage de dip ou qu'on joue avec nos couilles. Mais moi, ça va être vraiment le niveau à regarder. Donc sur BTC, ça va être les 99 000 $, et sur Ether, ça va être les 3 930. Et je pense que si on arrive à flip les deux en tant que support et à partir de là, ce serait vraiment un bon point. Pour l'instant, le marché se jauge encore. Et du coup, voilà, pour parler peut-être un peu vite fait de mes positions, moi, je suis vraiment principalement sur BTC et ETH. J'ai quelques trades sur les dérivés, mais c'est pas gigantesque. Et à côté de ça, j'ai une poche de stablecoin que j'utilise pour faire du delta neutral sur Hyperliquid et farmer les funding. Donc en soi, je suis moins exposé qu'auparavant, légèrement moins exposé parce que j'ai une bonne partie en stablecoin qui est en delta neutral quand même sur les funding d'Hyperliquid. Donc en soi, si le marché monte, ça me va parce que j'ai de l'Ether du BTC. Évidemment, j'espère que j'aurais pris d'autres trades sur les dérivés dans ce sens-là si jamais on pump. Et si on dump en soi, j'ai quand même une grosse réserve de stablecoin pour me positionner sur le marché, etc. Donc en fait, je suis dans une position qui me plaît plutôt bien parce que en fait, que ça monte ou que ça baisse, je suis dans une position qui me semble confortable en fait. Dans le sens où je pense pas que c'est le top de ce cycle. Mais si on a une correction, je suis positionné par rapport à ça. Et si vraiment on pump hard, j'ai quand même j'ai du BTC, j'ai de l'ETH et j'ai des investissements à gauche, à droite sur de l'early stage, sur des altcoins qui font que naturellement, je suis exposé au marché. Donc, dans ce sens-là, c'est cool. J'ai pas vendu d'Ether, j'ai pas vendu de BTC. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai bon espoir sur Solana parce que je trouve qu'on en parle un peu moins en ce moment et que je me dis qu'il peut peut-être y avoir une vague 2 sur les meme coins. Et je me dis que celui qui pourrait en profiter serait probablement Solana. Et après, sur le reste, c'est un peu... Enfin, je suis positionné sur le reste, moi, par exemple, sur les meme coins, j'accumule un peu de meme coins. Donc je fais un petit DCA sur le Giga, le SPX, le Sigma, le Popcat, le Fog, le Lock-in, le Retardio, le Michi.
Mais tout ça, c'est de la petite size pour me dire que, en fait, si jamais on a une meme coin season à nouveau, je serai placé dessus. Si ça va à 0, bon, c'est pas hyper grave parce que c'est une petite partie de mon folio. Et sinon, d'un point de vue purement altcoin, je suis positionné sur quelques trucs. Je suis positionné évidemment sur LTC, qui a bien pump, sur Ton, qui a bien pump aussi, sur GT, qui a été chercher le premier TP, qui est un token d'exchange, encore une fois. Bien vu ça. Sur Popcat, sur Fête aussi, qui s'est pas mal apprécié, sur Portal aussi, sur LPT. Et voilà, donc je dirais que je suis toujours bullish sur ce cycle, etc. Mais j'ai un petit peu légèrement moins d'exposition parce que j'ai plus de stablecoin que maintenant j'essaye de faire, que j'essaye d'utiliser pour générer du rendement sur un truc avec 0 exposition au marché, en fait. Et c'est un peu ça que je me dis. Alors, moi, j'ai les liquidités pour le faire et c'est cool et tout. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, actuellement, pour parler vraiment de ce que je fais et pas inventer une histoire, c'est que vraiment, j'ai des stablecoins à disposition si le marché dip. Et actuellement, j'essaye de générer un maximum de rendement sur ces derniers. Et je me dis que ne pas avoir de stablecoin, c'est un peu chaud. Dans le sens où on pourrait avoir un retracement et il faut que je sois en position de force si ça arrive. Je sais pas comment vous le sentez. Vous avez combien de pourcents de votre folio en stablecoin d'ailleurs dans le chat? Ça m'intéresse de savoir ça. Tu ferais quoi de ton stablecoin? Tu achèterais spot? Tu ferais du dérivé? J'ai plus, mes pratiques changent un peu. Alors, mais moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de générer un maximum de rendement sur ces stablecoins via la DeFi ou d'autres choses pour l'instant. Et dès qu'une opportunité se présente à moi sur ETH, BTC ou des coins qui m'intéressent, j'irai tout simplement acheter. Donc, je veux pas laisser dormir ces stablecoins en espérant avoir un dip sur BTC, ETH, ce qui peut arriver, hein, mais je veux que, en fait, ils génèrent du rendement quand même. Donc, tant que j'ai pas d'énormes opportunités sur BTC, ETH ou le reste, je vais essayer de les faire fructifier. Et si jamais je vois une énorme, très peu de gens. C'est un truc de malade. Hein. Et sur ton chat, ils sont plus sages. Moi, sur mon chat, ils sont plein couilles dans le marché. Ouais, je vois beaucoup de 0 ou de 5-10%, quoi. Et en vrai, je le comprends par rapport à cette période de marché. Actuellement, il y a rien, etc. Mais je dirais que avoir un 10-20% au cas où, ça pourrait être vraiment bien. Enfin, genre, on sait jamais, tu vois. C'est un peu dans cette position que je me mets. Enfin, je pense toujours que les alts ont beaucoup d'upside, que BTC a encore de l'upside, que Ether a beaucoup d'upside, et que voilà, on peut continuer. Mais j'aimerais quand même sensibiliser les gens sur quelque chose. C'est que le marché, il ressemble à ça. Genre là, ça, c'est la gueule de BTC, là. Et vous avez 0% de stablecoin. Enfin, je veux pas FUD, hein, mais genre, on a eu une hausse du même style que ce qu'on a eu avant cette consultation du mois. Le marché est purement vertical de partout. Ça n'enlève pas le fait que je sois bullish, hein, mais genre, avoir 0 stablecoin dans cette phase, c'est vraiment pas se mettre en position de force, en fait. En position de force dans le sens où, en fait, si vous êtes super bullish, les gars, si vous êtes super bullish et qu'on a une correction de 10-15% à un moment, pourquoi vous seriez pas là pour acheter encore plus si vous êtes super bullish? Le problème, c'est que vous le pourrez probablement pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut rester raisonnable. Après, chacun ses objectifs, chacun son portfolio, sa manière de faire les choses, etc. Ce qui est dur, c'est TP quoi, tu vois. Dans mes projets liquides, j'ai de l'Ether, j'ai du Sol, j'ai du NIR, j'ai d'autres trucs, et je suis en mode, putain, TP maintenant, c'est ça le problème aussi. Tu vois, je parle pour moi et je parle pour le peuple aussi. Ouais, mais frérot, BTC, il a quand même tapé les 104 000. La chart, elle ressemble à ça. Je pense qu'on peut aller bien plus haut, mais avoir 0% de stablecoin, c'est dangereux, tu vois. Et je vous dis pas d'avoir 40% de stablecoin. Je pense que dans cette période de marché, vous devez pas avoir énormément de stablecoin, mais vous devez en avoir parce que si à un moment il y a une purge ou quoi que ce soit, vous serez intéressé, vous serez content de l'avoir. Et c'est typiquement sur ce genre de purges qui sont très rapides que vous pouvez faire des bons coups, quoi. Donc alors attention, que les gens qui nous écoutent comprennent. C'est pas pour une correction BTC racheter du BTC. C'est que généralement, s'il y a une lourde correction BTC, il y aura une très lourde correction sur les alts. C'est ça qu'il faut leur dire surtout. Après, les alts, en soi, elles ont pas trop bronché sur le dip de BTC. C'est-à-dire que pour le moment. Ouais, mais si tu regardes sur plein d'alts, genre LTC, il a pas bronché, Ton, il a pas bronché, sur les BNB, les grosses capitalisations, même Solana, ça a pas trop bronché sur ce crash de BTC, donc ça montre vraiment qu'il y a une force.
J'insiste sur le pour Mais le c'est moment, juste parce que que... quand il y a eu le flash crash, il y a quelques alts qui ont fondu. Elles se sont repris rapidement. Mais Bitcoin aurait passé en dessous des 90, ça aurait pas été la même. Ok, on va peut-être positionner les choses autrement. Si votre grand-mère vous parle de Bitcoin, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir un peu de stablecoin? Ouais. Non? Bah ouais. Je sais pas. Ouais, clairement. Je suis pas en train de vous dire vendez tout. Je suis en train de vous dire on a le droit d'être bullish, il y a tout pour être bullish. La macro est avec nous, les politiciens sont avec nous, les hedge funds sont avec nous, tout le monde est avec nous. Mais on fait attention, Donc voilà, je veux pas vous FUD, etc. C'est juste que je veux pas que il y a un méga carnage si jamais on fait un dump seulement, je sais pas, de 10 ou 15% et que ça change rien au cycle, etc. C'est-à-dire que en weekly ou en 3 jours, sur BTC, on peut aller à 82 ou 90 sans que ça change rien au bull run, en fait. J'ai une peur autre question. du folio des gens si ça arrive. Donc je suis positionné bull partout, hein, vous inquiétez pas, hein, mais c'est juste que j'essaye de nuancer et de doser et de faire prendre du recul un maximum aux gens. Bah, question simple en fait. Vous préfériez dire à vos potes qui veulent rentrer dans les cryptos là tout de suite absolument, d'acheter là ou d'attendre une correction? Mais c'est surtout que si vous avez 0 stablecoin, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire les mêmes erreurs que le dernier cycle? Je vous dis pas d'en avoir 40%, hein. Je vous dis juste de doser. Regarde le chat. Attendre. La question, elle est simple. La réponse, elle est simple. Je sais que tous les feux disent, et surtout si on a une clôture weekly comme ça, on se dit, voilà, Ethereum, téléportation, peut-être à 4500, 5000 $. Peut-être qu'il va se passer des trucs sur Sol. On peut, non, mais je suis comme toi. Non, mais par rapport à Ether, c'est juste, je te vanne sur ça, mais... Ah, ouais, bah, j'ai besoin d'un ATH sur Ether pour définitivement me redonner le full espoir, parce que qu'est-ce qui lag cet Ether, bon sang. On aurait dû être à 10 000 $ sur le cycle précédent déjà, et on n'a même pas passé les 5 000, tu vois. Comment ça sur le cycle précédent, frérot? Bah, Bitcoin est allé à 69, tu vois, donc je me suis dit, Ether à 10K, il a beaucoup lag. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il a beaucoup lag. Donc bref, je vous réprimande pas. Tout ça pour vous dire qu'avoir un peu de stablecoin, c'est jamais de trop. Et que en plus de ça, vous pouvez être rémunéré à 20-30% sur ces stablecoins, plutôt que de les laisser purement dormir si jamais... Donc voilà, enfin bref, moi j'ai pris j'ai une grosse poche de stablecoin qui travaille en delta neutral et je suis content par rapport à ça parce que ça m'assure un rendement actuellement sur mes stablecoins. Et on verra pour le reste, mais en fait, c'est un peu ça qui me fait peur. Enfin, d'un point de vue order flow, genre et tout, genre on a vraiment sorti des gens, etc. Mais je suis obligé de, tu vois, genre BTC qui consolide à 100K, Ether qui est sur sa dernière résistance weekly. Je suis obligé d'être un peu dans la prévention, quoi. Enfin, genre si on passe cette résistance, c'est to the moon. Mais voilà, je veux pas. J'ai un peu peur en fait de ce que les gens pourraient faire si jamais ça dump en fait, ou dans la situation dans laquelle ils pourraient être. Donc plutôt de la prévention à ce niveau-là, et pas de choses extrêmement intelligentes à vous proposer, si ce n'est de rejoindre mon Discord où je parle en temps réel avec les gens qui me suivent. Est-ce qu'on analyse quelques jetons du chat, ou est-ce qu'on coupe là? Je pense qu'on peut parler un peu avec le chat. Les intérêts des stables sont imposés flat tax, non? Techniquement, oui, ouais. Sauf si c'est considéré comme un revenu, genre. Enfin, moi, je suis plus en France, donc compliqué, j'ai pas tout en tête. Répète, t'es blasé à cause de Picsou. Alors, je suis pas blasé, je suis fatigué, les gars, parce que je vous dis, ça fait un mois en pump en ligne droite, on fait que bosser. En fait, vous imaginez pas ce qui se passe en backstage, en fait. C'est genre ça, c'est vrai que ça bosse, ouais. un temps monstre et du travail monstre encore aujourd'hui. Enfin, je vais pas donner les détails, mais on se retrouve à travailler pas mal de temps un dimanche, quoi. Et on se retrouve à travailler pas mal de temps un samedi, et puis le reste de la semaine, c'est le travail. On met quasiment pas le nez dehors. Hein. On se plaint pas, mais ça demande beaucoup d'implication, quoi. Et des fois, c'est un peu... En fait, il y a des timings qui font que quand on est en bear, bah, on bosse quand même très fort parce que c'est là aussi où on creuse l'écart par rapport à d'autres médias et que on se fait connaître et qu'on fait du biz et qu'on survit. Et puis là, on a un timing où on est dans le sens du vent. Et en fait, t'as l'impression que tout ce que tu fais, ça a 5 fois plus d'impact que d'habitude. Donc, t'es en mode, bah, si je bosse maintenant très fort, bah, j'aurai 5 fois moins à bosser plus tard, entre parenthèses. Et ça fait qu'on fait que bosser. Et d'ailleurs, au passage,
j'en profite pour faire un gros big up à la team de CryptoXer, en fait, tout simplement, qui organise un événement fin janvier, début février à Auxerre. Et on y sera avec une grosse partie de la team Coin Academy, beaucoup de francophones, etc. On va probablement aussi faire un side event. Je le garantis pas, mais dans tous les cas, on sera à des side events. Et du coup, c'est un événement francophone. C'est à Auxerre, n'importe qui peut y aller, vous prenez le train, voilà, c'est easy. Les places sont vraiment pas chères. T'as un pass de jour à partir de 20 €. Et ils sont en train de mettre en place des attractions, des trucs de fou. Hein. Donc, moi, j'y serai. Et nous, on a travaillé avec eux pour les aider sur plein de trucs, etc. Et c'est vraiment des gens, je vous le dis sincèrement, hein, je pense pas ça de beaucoup de gens dans l'industrie. Mais parmi les gens qui organisent des conférences, je pense que CryptoXer, ils sont vraiment au top. Ils donnent leur vie pour faire des trucs incroyables. Pour passer un bon moment. Et pour passer un bon moment, et c'est pas cher. Et vous aurez tout l'écosystème francophone. Donc, je suis pas payé à vous dire ça, mais juste, si ça vous intéresse, bah, en fait, n'hésitez pas à y aller, surtout que Alexandre Capetta. Oh là 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 là, à côté de mon ref Robin des Bois et du directeur de Binance. Qu'est-ce que c'est beau. Mais voilà, on y sera. Donc, genre, il y aura un DJ, il y aura... je veux pas leak, mais il y aura vraiment des trucs de fou furieux. Et ça coûte que dalle. Donc, si vous voulez nous voir un jour en conférence en France et accessible en train partout, bah en fait, vous pouvez tout simplement y accéder. Donc, je vous remets le lien dans le chat. N'hésitez pas à prendre vos places en avance pour être sûr d'en avoir. En plus de ça, il faut un petit peu s'organiser. Il faut prendre vos trains ou voitures, etc. si jamais vous voulez venir. Mais en tout cas, c'était l'année dernière, c'était un des événements le grotesque auquel je suis allé, etc. Et surtout que c'est pas un truc c'est pas un truc trop sérieux, trop business. Là, c'est vraiment du francophone, des gens de la commu, tout le monde se réunit. L'année dernière, il y avait Djibril Cissé, c'était marrant. Il y avait des actrices X. Il y avait des actrices X. Il y avait plein de trucs très marrants. Donc, c'était trop marrant. C'est quand, les gars? C'est du 30 janvier au 1er février. Voilà. Et de ce que je sais, toute la ville va devenir un peu en mode Bitcoin, crypto et tout pendant cette période-là. Et en plus, du coup, vu que ça Auxerre, en fait, là, les trucs sont pas chers niveau logement, hôtel, transport, bouffe, tout. Donc voilà. Ouais. Gros délire, ça va être cool, voilà, tout simplement. C'est juste, ça va être cool. On sera là, il y aura d'autres personnes de l'écosystème qui seront là, donc ce sera l'occasion de se rencontrer, de passer un bon moment, de boire quelques bières aussi. C'est ça. Avec modération. La dernière partie. Donc, et Boubou sera là, évidemment. Et juste ouais, d'accord. Ouais. Bref, je pense qu'on peut clôturer sur ça. Yes. Un grand merci à toutes les personnes qui sont passées sur ce stream. On est tout simplement plus de 1500 en temps réel, en fait. Dingue. Entre YouTube, Twitch, etc. Donc vraiment un giga merci pour ça. Pour ceux qui veulent s'intéresser aux cryptos, qui ne savent pas comment en acheter, qui veulent avoir des analyses fondamentales sur tous les projets, qui veulent se former, tout est gratuit sur Coin Academy. Vous avez un outil IA disponible en bas à droite de chaque page pour vous faire des résumés, pour vous faire progresser. Donc profitez-en vraiment. Moi de mon côté, j'ai sorti une interview avec Chainalysis hier, qui est dispo, où on parle un peu de comment les États, les cellules d'intelligence type FBI, CIA, État, DeFi, comment tout le monde interagit avec eux, qui permettent notamment de checker les transactions, les surveiller, etc., et notamment regarder les licites. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Il y a l'interview avec le CEO de Pudgy Penguins, de Igloo, et du coup de Abstract, un L2 Ethereum qui arrive, qui est très intéressant, qui va être dispo cette semaine. Et puis de mon côté, j'ai aussi pas mal reprendre les vidéos, je pense. Je voulais faire un break du marché, je n'y arrive pas. C'est tout simplement impossible. C'est terrible. Mais moi, c'est pareil. Je regarde les prix comme si c'était mon premier cycle, carrément. Bon, j'avoue 100 fois moins quand même, parce que premier cycle, ça te rend complètement ma boule, mais bon. Et moi, du coup, live avec vous sur Oxia Origin ce lundi, et puis mardi direction Paris, mercredi direction Singapour, et puis ce week-end direction Vietnam. Donc je serai là, mais pas trop, mais quand même là pour pouvoir s'occuper de Coin Academy, et puis voilà. Donc on vous lâche pas. J'espère qu'on va passer des bonnes fêtes, qu'on va continuer d'avoir un marché qui est bon, mais ça risque de secouer quand même potentiellement dans les jours, semaines qui viennent. Donc soyez prêts. C'est ça. Et on va aider tout simplement Asher, le frérot, pour ceux qui veulent continuer de regarder un petit peu de crypto en live sur Twitch. J'ai lancé le raid de mon côté.
Et je fais de même. Allez, voilà. Passez une bonne soirée. C'est /red /red espace Asher. Ouais. Ça part. Tchuss les gars. Ciao.